Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode prono à l'occasion de cette 31e journée de Ligue 1 qui nous attend ce week-end avec quelques matchs assez intéressants, un derby entre Rennes et Nantes, un match entre Marseille et Nice, évidemment tous les regards vont être portés vers cet Olympique de Marseille qui a glissé de la 3e à la 6e place sur les dernières journées avec notamment 3 défaites sur les 4 derniers matchs en Ligue 1 il me semble. Donc voilà, il y a pas mal de matchs importants à surveiller puisqu'on le sait, cette course à l'Europe devrait nous tenir en haleine jusqu'à cette fin de saison en Ligue 1 puisque à chaque journée il y a un nouveau troisième, il y a une équipe qui glisse, bref ça va de toutes parts. Donc autant vous dire que sur les 2 dernières journées, quand il va y avoir ces fameux multiplex avec tous les matchs en même temps, ça devrait aller d'un terrain à l'autre, ça va être assez passionnant. Et puis c'est peut-être un des derniers véritables enjeux de cette saison parce que la course au maintien, même si Nice peut encore glisser vis-à-vis d'Auxerre pour cette place de barragiste, on comprend de plus en plus que pour Metz et Nantes c'est mort quasiment, donc c'est direction la Ligue 2. Et puis la course au titre avec la victoire du PSG hier face au FC Nantes dans un match en retard. On se doute que le PSG devrait s'en aller assez tranquillement, chercher avec 4 points d'avance désormais sur le Racing Club de Lens, aller chercher un 5e titre de champion de France consécutif. Donc voilà, pour les enjeux, on a quand même une bonne journée, donc sans plus attendre, on va commencer avec la prédiction de ce match entre le Stade Brestois et le Racing Club de Lens en ouverture de cette 31e journée. Alors, Lens avec une semaine quand même assez dingue. Vendredi de la semaine dernière, un premier match face à Toulouse à Bollaert. J'ai envie d'appeler ça acte 1, puisque les deux équipes vont se retrouver pour exactement le même match 4 jours suivants en Coupe de France. Alors un premier match qui aurait été vraiment dingue et passionnant à suivre. Toulouse menait 2-0 à la 12e minute de jeu. Carton rouge pour Yann Gbo qui, en plus de laisser ses partenaires à 10 contre 11 pour le reste du match, du coup, a été absent pour le match le plus important de la saison côté toulousain. Cette demi-finale de Coupe de France, et sans Yang Bo, on a vu que Toulouse offensivement c'était quand même bien moins fort, notamment en semaine, même si Lens a pris le match du très bon bout. Donc Lens a réussi à gagner le premier match avec une remontada assez dingue à la 90e et ce but d'Ismaël Ogagnou, histoire de bien se mettre en confiance pour la réception de ce même adversaire 4 jours plus tard en demi-finale de Coupe de France. Et là, il n'y a pas trop eu de débat, victoire 3-1 des Lensois, un envahissement de terrain. Donc Lens va aller au Stade de France, Lens va aller en finale. En plus de ça, il y a eu une surprise derrière dans le match entre Strasbourg et Nice, ce qui fait qu'on se retrouve avec une finale Lens-Nice. Autant vous dire que je pense que la plupart des observateurs du foot français vont être très clairement côté lensois vis-à-vis de ce que proposent les hommes de Pierre Sage cette saison, alors que côté niçois, il y a quand même un peu un rejet de cette équipe niçoise qui depuis 2 ans en Europa League nous offre des parcours pas très reluisants et contribue plus à faire baisser notre indice UEFA qu'autre chose. Donc forcément, et surtout au vu des deux dynamiques, à savoir que Nice joue encore le maintien, que Lens est 2e de Ligue 1, et on va pas se mentir, Lens c'est un peu le modèle à suivre pour la plupart des clubs français, d'une équipe qui surperforme vis-à-vis de son budget en quelque sorte, qui travaille bien, etc. Donc oui, je pense que la plupart des observateurs qui prennent plaisir comme moi à suivre la saison lensoise vont plus être derrière les hommes de Pierre Sage qui mériteraient franchement, depuis leur remontée en Ligue 1, de récompenser tout ça par un titre assez symbolique, une Coupe de France. Je pense que, surtout avec un club aussi populaire que Lens, ce serait un symbole assez fort. Alors si en plus de ça, à la clé, il y a la qualification en Ligue des Champions, et ils en sont très très proches, et pour ça il faudra s'imposer sur la pelouse du stade Francis Leblay, mais on est vraiment on est sur une saison historique, dinguissime pour le Racing Club de Lens, une saison dont les supporters se souviendront longtemps. Donc bon, pour ce déplacement sur la pelouse de Brest, qui de son côté n'est quand même pas reluisant sur cette fin de saison, heureusement que les Brestois ont su faire le boulot d'octobre à janvier et à réussir à engranger suffisamment de points pour être d'ores et déjà maintenus, parce que là depuis 4 matchs, défaite face à Monaco 2-0, défaite 3-0 face à la JOCR, défaite 4-3 face à Rennes, et là face à Nantes ils parviennent à égaliser dans les toutes dernières minutes grâce à un but de Brendan Chardonnay. Ils peuvent remercier l'arbitre Monsieur Paradis qui a reconnu son erreur après le match d'avoir mis un carton rouge immérité à Demen Tabibou, mais Brest n'avait rien montré du match, a été dominé par Nantes et aurait très clairement mérité une 4e défaite consécutive. Donc voilà, c'est quand même assez inquiétant de voir une équipe qui termine en roue libre comme ça, mais pas dans le sens positif du terme, des fois on voit effectivement une roue libre, mais du coup les joueurs sont un peu plus décomplexés et parviennent à créer un peu la surprise, à aller un peu plus vers l'avant. À Brest c'est tout l'inverse, t'as l'impression qu'ils jouent à des kilomètres les uns des autres, le placement c'est assez compliqué, c'est assez laborieux. Défensivement, Soumaïla Koulibaly,
Je comprends pas. Alors je sais qu'il n'a pas forcément la tête à Brest parce qu'il sait que dans un mois il sera plus joueur du Stade Brestois. Pareil pour Junior Diaz. Donc dans ces cas-là, pourquoi en défense ne pas mettre un jeune comme Raphaël Le Guen aux côtés de Brendan Chardonnay pour le préparer à la saison prochaine? Moi je dis pourquoi pas, parce que je vois des joueurs, certains qui n'ont pas forcément envie d'être là. Bon, heureusement, il y a encore Del Castillo qui a plutôt répondu présent sur le match face à Nantes, qui a été un des seuls Brestois dangereux offensivement. Mais voilà, on sent que sur cette fin de saison, et c'est aussi le problème des équipes comme Brest, qui tous les ans renouvellent leur effectif, faute de moyens, avec des prêts, des trucs comme ça, c'est qu'en fin de saison, la plupart des joueurs savent que ils jouent leur dernier match. Bon, ils ont déjà fait le boulot, ils sont déjà maintenus, donc autant vous dire que voilà, ils ont déjà la tête à Ibiza, les pieds à Majorque. Donc bon, forcément, ça se ressent aussi dans les performances brestoises ces dernières semaines. Et aux grandes dames de Eric Roy, qui d'ailleurs en conférence de presse ne cesse de dire que Brest montre un visage assez inquiétant. Et je crois qu'après le match face à Nantes, il a dit le seul enseignement positif que je tire du match, c'est qu'on a un grand capitaine. Et il faisait référence à Brendan Chardonnay, qui pour le coup effectivement a vraiment répondu présent. Donc même si Brest à domicile c'est toujours plus costaud qu'à l'extérieur, ça enquiquine toujours un minimum ses adversaires. Je pense que Lens, et même s'ils ont joué dans la semaine, ils vont être capables de faire le boulot. Je vais aller vers une courte mais très précieuse victoire du Racing Club de Lens dans la course à la Ligue des Champions. Je vois un score final de 2-1 pour les Lensois, qui vont être un peu accrochés parce que ça reste un match dans le Finistère, c'est jamais évident d'aller gagner là-bas, mais au vu de la confiance et l'intensité que met Lens sur ces matchs, je pense qu'ils vont prendre le tout par le bon bout, avec le retour de Samson Baidoo en plus. Je vois une fin de saison lensoise dans la lignée de leur saison. Historique, dinguissime, passionnante. Bravo, bravo, bravo et encore bravo à tous ceux qui travaillent en interne côté lensois, Jean-Louis Leca, Benjamin Parot, Pierre Sage, Joseph Ougourlian. Ce club-là travaille vraiment dans le bon sens, et cette saison, il mérite vraiment toutes les louanges du monde parce que c'est extraordinaire ce qu'ils font. Donc voilà, on poursuit avec la journée de samedi et ce match entre l'Olympique Lyonnais et l'AJ Auxerre. Alors oui, j'ai oublié de souligner un point important pour cette 31e journée de Ligue 1, c'est que Ligue 1+, avec la LFP, a acté l'idée de diffuser cette 31e journée en clair, donc c'est-à-dire que tous les matchs vont être disponibles gratuitement sur Ligue 1+, ce qui signifie que même ceux qui n'ont pas d'abonnement, il n'y a pas d'excuse, tout le monde a accès au match. Sauf ce fameux match entre Lyon et Auxerre, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a toujours un match sur les 9 qui est diffusé sur Beansport le samedi, en général aux alentours de 17h. Et bien Beansport étant une chaîne différente de Ligue 1+, eux ils diffusent pas du tout en clair ce fameux match. Donc Lyon-Auxerre, ce sera sur Bean et ce sera pas en clair. C'est le seul match de la journée qui du coup ne sera pas disponible gratuitement pour Ligue 1+. Vous l'aurez compris, l'intérêt pour la chaîne de la Ligue, l'intérêt principal en cette fin de saison, c'est d'essayer de réunir de nouveaux abonnés pour la saison prochaine. Et renforcer encore un peu plus aussi la fidélité des abonnés, surtout quand on sait qu'en fin de saison, en général, avec l'été, vu qu'il ne se passe pas grand-chose sur la chaîne des différents diffuseurs pendant que la Ligue 1 est en pause, l'idée, c'est d'essayer de s'assurer aussi que la plupart restent et réitèrent encore et poursuivent leur abonnement la saison prochaine, évidemment. Donc pour ce Lyon-Auxerre, match important évidemment pour l'OL, qui franchement fonctionne plus que jamais à la dynamique. C'est les montagnes russes ces dernières semaines à Lyon. 13 victoires consécutives avant de plonger complètement et d'enchaîner les défaites, les matchs nuls un peu moisis face au Havre, face à Angers, défaites face à Monaco, défaites face à Strasbourg, défaites face à l'OM, etc. Et Lyon a réussi à retrouver un petit peu avec de la réussite le bon bout, le goût de la victoire avec ce succès 2-0 face à Lorient il y a de ça 2 semaines maintenant. Un succès qui n'est pas anodin parce que Lyon a souffert en première mi-temps, et il faut dire que Lorient est une des équipes les plus difficiles à jouer en ce moment en Ligue 1, et on l'a vu sur la première période à l'époque, l'OL avait eu du mal, et puis en seconde mi-temps, l'entrée d'Hendrick avait un peu tout changé, et Lyon était parvenu à s'imposer 2-0, donc derrière, la dynamique a été relancée, et la semaine dernière, donc pour ce qui était l'affiche principale de la Ligue 1, Lyon a réussi à jouer un sale coup au PSG, victoire 2-1, avec une première mi-temps vraiment réussie des Lyonnais qui ont très bien joué les coups offensivement, à Afonso Moreira qui aura fait très mal, et à Hakimi et à Zabarni, Hendrick qui a également répondu présent avec des gestes de classe. Donc non, franchement, Lyon a retrouvé vraiment une bonne dynamique. Ils se déplacent ils reçoivent l'AJ Auxerre pour ce match-là. Auxerre joue gros. Je disais que c'était une des dernières équipes concernées encore par la lutte pour le maintien direct. C'est-à-dire que je pense que cette place de barragiste pour l'AJA, elle est quasiment validée désormais.
Alors Auxerre montre pas forcément des visages très réguliers sur leur match. La réception de Nantes qui était cruciale et ils l'ont pas prise du tout du bon bout. Ils ont très mal abordé ce match-là et ils s'en sortent très bien qu'il n'y ait que 0-0 en fin de match parce que Nantes avait eu plusieurs situations importantes sans pour autant construire de belles occasions. Nantes avait eu comme des situations sans parvenir à les mettre au fond. Et puis derrière, il y a eu ce match face à Monaco où ils ont réussi à créer la surprise, à mener 2-0 avant de se faire rejoindre en l'espace d'une ou deux minutes. Et derrière, ils s'en sortent très bien de terminer le match à 2-2 parce que Monaco était en roue libre sur la seconde mi-temps. Je crois qu'il y a même une situation de penalty, une main litigieuse pour la GIA où bon... Voilà, ça semble assez bizarre tout ça. Donc ils s'en sortent très bien, mais au moins ils valident cette place de barragiste. De toute façon... Auxerre va jouer le coup jusqu'au bout. Il n'y a que 4 points d'écart avec Nice et il y a une confrontation directe entre ces deux équipes, ce qui signifie que si on sait que là en plus de ça Nice se déplace sur la pelouse de Marseille, si ça se passe mal pour les Niçois et qu'Auxerre arrive à faire un résultat sur la pelouse de Lyon, tout pourrait se jouer du coup dans ce fameux match Auxerre-Nice à la 33e journée qui serait crucial et qui en cas de victoire auxerroise pourrait propulser Nice en barrage alors même que les Niçois sont en finale de Coupe de France. Et pour vous dire la situation un petit peu ubuesque qui se déroule en ce moment. Donc voilà, la GIA a tout intérêt de croire jusqu'au bout en son maintien direct, mais Lyon joue très gros aussi. L'OL a réussi à reprendre cette 3e place grâce à cette victoire inespérée, grâce à ce nul aussi de Lille que je voyais pourtant terminer à la 3e place. Bref, c'est vraiment le jeu des chaises musicales là devant dans cette course à l'Europe. Donc là, il y a pas mal de gros rendez-vous, notamment pour l'OM face à Nice, pour Lille sur la pelouse du Paris FC. Rennes accueille Nantes, donc ça devrait le faire globalement pour les Rennais, mais pour Lyon, victoire obligatoire face à l'AG Auxerre et je pense que ça va être le cas. L'OL est une équipe qui fonctionne beaucoup à la dynamique. Là en plus de ça, il y a pas mal de retours de blessures pour Paulo Fonseca qui peut capitaliser un peu sur ses meilleurs éléments, qui va certainement leur dire que c'est la fin de saison, tout le monde est fatigué, mais qui va essayer de donner un dernier coup de boost pour parvenir à aller chercher cette qualification en Ligue des Champions. Et je pense que l'OL va être capable de faire le boulot face à la JOCR. Je vois un succès 3-1 des hommes de Paulo Fonseca pour ce match-là. Lyon a quand même des armes et la JOCR est quand même assez irrégulier ces dernières semaines, y compris dans ses matchs, au sein même de ses matchs, est capable de faire des coups en contre-attaque. Mais défensivement, je suis pas encore à 100% convaincu. Donc voilà, moi je vais évidemment plus aller vers une victoire 3-1 de l'OL pour cette rencontre. On poursuit dans la journée de samedi avec le match entre l'Angesco et le Paris Saint-Germain. Alors, le SCO d'Angers termine la saison, comme je l'ai dit, un peu en roue libre, se laisse un peu aller, il n'y a plus rien offensivement du côté du SCO, c'est assez clair. Je crois qu'ils ont pu gagner un match depuis début mars sur la pelouse de Nantes, et c'était un match médiocre à voir jouer, c'était une purge absolue. Donc autant vous dire que globalement, depuis le départ d'Abdelli, depuis le départ de Sidiki Chérif, oui, Alexandre Dujeu peut faire des miracles, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que quand tu lui enlèves tout le temps ses meilleurs éléments, il peut pas tout faire. Déjà, le maintien d'Angers est validé, et ça c'est assez extraordinaire, 34 points. Le principal est assuré pour Angers, qui évoluera en Ligue 1 la saison prochaine. Qui a réussi aussi à terminer la saison et à prendre quelques points par-ci par-là, à l'image de ce match nul face au Havre. Pareil face à Lyon, à domicile. En général, le SCO arrive à tenir le score, à prendre assez peu de buts grâce à un Hervé Kofi toujours aussi fiable. Pareil pour Jordan Lefort, Ousmane Camara, etc. Cette équipe d'Angers, elle est quand même très rigoureuse défensivement. Mais par contre, c'est vrai que offensivement, il se passe plus rien du tout là. C'est-à-dire que Godwin Kouyalipou, moi je pensais que ça pourrait marcher. Il a très peu de ballons et il bonifie quasiment rien. Prosper Peters, il fait quand même une seconde partie de saison moins intéressante que la première. Il a aussi moins de ballons. Donc Angers, en fait, s'en remet un petit peu des exploits individuels de Hamins Bay par-ci par-là, mais même lui est assez inconstant. Donc bon, c'est quand même assez moyen. Donc face à ce PSG là, la confiance qu'ils mettent, même là on a vu à quel point ils sont concernés face à Nantes dans un match au Parc des Princes où tu les vois faire des courses assez incroyables. Luis Enrique parvient à concerner ses joueurs, à aussi les mettre en relief avec ce fameux match face au Bayern, à dire que chaque match va compter pour le rythme, etc. Tout en assurant une forme de rotation, de gestion pour éviter les blessures. Bon, on a compris que le Paris Saint-Germain était dans la salle d'attente avant ce match face au Bayern. Le mode préparation Ligue des Champions est activé. Et même s'ils font tourner, bon, il suffit que Kvaratskhelia rentre à la 60e, il te met un doublé, c'est plié. Et je pense que ça va être le cas. J'imagine un peu le même tarif pour le SCO d'Angers que pour le FC Nantes hier au Parc des Princes. Et je vais aller vers un succès 3-0 des hommes de Luis Enrique sur la pelouse du stade Raymond Kopa.
On poursuit du coup avec cette journée de samedi, le match à 21h entre Toulouse et l'AS Monaco. Alors pour Toulouse, c'est un peu comme Angers, fin de saison en roue libre. Le dernier enjeu principal qui restait pour Toulouse en cette fin de saison, c'était la Coupe de France. Et Toulouse en a fait un peu une de ses spécialités, puisqu'ils l'ont remporté en 2023. C'est quand même assez récent, avec une génération assez dingue. On se souvient du milieu de terrain, moi j'adorais Van Den Boomen, De Jager, Spearings. Même Tige Dalinga qui était un super buteur. Bon là on se rend compte que Toulouse a une génération peut-être un petit peu moins dorée et que ça bute un peu sur les limites de son effectif. Carles Martinez-Novel a du mal à reprendre un peu le fil de sa saison. Défaite 3-1 face au PSG, 4-0 face à Lille, 3-2 face à Lens en déplacement alors que tu menais 2-0. Et il y a eu cette défaite où là Toulouse a, à mes yeux, pas vu le jour face au Lensois. Alors je l'avais prédit dans mon épisode prono Coupe de France où j'avais dit qu'effectivement pour Toulouse je voyais très très peu d'espoir de s'imposer sur la pelouse de Bollaert. Là où je disais attention quand même côté strasbourgeois, attention à Nice. Au final je m'attendais pas forcément à ce que Nice parvienne à gagner le match, ils ont réussi à le faire. Par contre la victoire lensoise je l'ai vu venir à 100 à l'heure. Surtout que Yann Bo sera de nouveau suspendu pour ce match côté toulousain. Et on a bien vu en fait que cette équipe de Toulouse sans Gbo, ça devient assez compliqué. Il y a des joueurs aussi qui ont très clairement baissé en régime, y compris au milieu de terrain. Je trouve qu'un joueur comme Pape Demba Diop, qui est prêté par Strasbourg et qui avait plutôt bien débuté avec le TFC, il est retombé un petit peu dans ses travers. D'ailleurs son tacle, il met quand même plutôt, avec ce penalty dès les premières minutes, il lance quand même plutôt mal le TFC dans cette demi-finale de Coupe de France. Donc à voir. Je ne sais pas si Alexis Vossa est toujours blessé, toujours absent, et si c'est jusqu'à la fin de saison. Mais j'imagine que pour le TFC, il faudra rapidement récupérer des joueurs. Abou Francis, lui, dans tous les cas, on savait déjà que c'était fin de saison depuis longtemps. Là, il devrait y avoir le retour, malgré tout, de Marc McKenzie en défense, qui a quand même pas mal manqué sur les derniers matchs, même si le jeune a quand même essayé de faire pas mal de boulot. Là, le jeune qui a marqué face à Lens, je me souviens plus de son nom exactement, Kumbania, je crois. J'ai peur de me tromper. C'est un jeune défenseur qui joue aux côtés de Cresswell et Nicolaisen et qui fait des choses assez intéressantes, je trouve, en défense. Et je me dis que pour la saison prochaine, ça peut être quand même Kumbasa, voilà, Seni Kumbasa, autant pour moi. Et je me dis que ça peut être assez intéressant de le voir, surtout qu'il y a des chances que Charlie Cresswell fasse ses valises au mercato. Mais là voilà, comme Angers, comme beaucoup d'équipes, Toulouse a déjà assuré son maintien. Je pense que là ils vont continuer de terminer la saison en roue libre et je les vois s'incliner 2-0 face à l'ASM. Monaco qui a quand même raté ses deux derniers rendez-vous alors que pareil, ils jouent les places européennes, ils n'ont pas trop le droit à l'erreur. Cette défaite 4-1 face à Monaco et ses premières minutes face à Auxerre, tu les payes très cher et c'est pas digne de ce que montrait l'AS Monaco. C'est encore preuve qu'il y a des limites, notamment dans le secteur défensif dans cette équipe. Moi je suis pas emballé par beaucoup de joueurs quand même à Monaco. Thilo Kehrer, c'est courant alternatif level max. Radecki, le gardien, bon de toute façon ce fameux poste de gardien à Monaco, mais on pourrait en écrire un livre entier. Je serais jamais emballé quasiment. Ils sont incapables de trouver un gardien vraiment performant et à la hauteur de l'équipe. Bon voilà, même au final les Pistons, je trouve pas ça dingue. Woodfest fait beaucoup d'erreurs. Il y a que Golovin qui, j'ai pas compris pourquoi il n'était pas titulaire face à la Auxerre. Son entrée a été très bonne, elle a changé un peu le visage de l'équipe. Donc bon, je suis un peu déçu par cette équipe de Monaco qui est vraiment capable du meilleur comme du pire. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu le fil rouge même des bonnes équipes en Ligue 1, de Lyon, de Rennes, de Marseille. C'est qu'il y a des bonnes périodes et il y a des périodes vraiment très très compliquées. Et en fait, c'est tellement des montagnes russes émotionnel que en fait à chaque début de match ce qu'il faut analyser c'est la dynamique mais très courte quoi. C'est de regarder sur le dernier match est-ce qu'ils ont gagné, est-ce qu'ils ont fait le plein de confiance, et en fait il faut regarder à très court terme parce qu'on peut difficilement se projeter en termes d'état d'esprit etc. Il n'y a aucune équipe en Ligue 1 en dehors de Lens et du PSG qui a plus de 2 points par match en moyenne cette saison, et je trouve que ça en dit long en fait finalement, et ce qui peut expliquer aussi qu'il y ait autant d'équipes qui soient mêlées à ces fameuses courses pour la Ligue des Champions en cette fin de saison. Et donc, bon, je pense que Monaco va quand même réussir à se relancer sur la pelouse de Toulouse qui n'a plus rien à jouer et qui a pris quand même un sacré coup sur la tête mardi soir. Donc voilà, je vais quand même aller plus vers une victoire de Monaco, qui a encore des arguments offensifs à faire valoir, à l'image de Akliouche, de Balogun, qui sont toujours capables de faire trembler les filets. Et je pense que ça va être le cas pour ce match-là. On poursuit avec la journée de dimanche désormais. Lorient qui accueille Strasbourg. Alors, le Racing Club de Strasbourg, pareil, un peu comme Toulouse, je pense qu'ils ont pris un sacré coup sur la tête hier soir. Disons que la gestion de Gary O'Neill, de faire tourner à ce point-là, de mettre une équipe C face à Rennes lors de la dernière journée, n'a pas vraiment porté ses fruits cette semaine face à Nice. Pourtant,
Strasbourg, à la méno, dans les grands matchs, ils ont tendance à répondre présent. Cette saison, ils ont battu Lyon, ils ont fait un sacré match face au PSG aussi dans leur stade, ils ont aussi su poser des problèmes à l'Olympique de Marseille. Strasbourg, à la méno, en général, ils font le boulot. Alors c'est vrai que face aux petites équipes, des fois ils ont un peu plus du mal, ils surjouent un peu. Et là on a revu le Strasbourg que j'avais vu à Mayence, qui fait un peu caca-culotte, je suis désolé du terme, mais c'est le cas. Je vois des joueurs qui ont peur de gagner, je vois des joueurs qui ont peur de bien faire, à l'image d'un Enciso. J'ai l'impression que Strasbourg, offensivement, depuis la blessure de Panicelli, est dépendant de ce joueur-là, de Enciso, qui, quand il reçoit le ballon, c'est tête baissée, et il part dans ses dribbles, un peu la Kvaratskhelia, sauf que Kvaratskhelia, il va au bout, et c'est clair, c'est net, c'est précis, sans bavure, et voilà, on est quand même pas sur le même niveau. Enciso, au final, il se prend les pieds dans le tapis, il finit toujours par perdre le ballon, et voilà, je trouve que Strasbourg, déjà, les absences à Strasbourg font très mal. Là, l'absence de Barco, Panicelli, Doué, qui sont pour moi tes 3 meilleurs joueurs, c'est sûr que ça joue et ça peut expliquer la défaite face à ce Nice-là, qui est quand même pas non plus le plus reluisant, même si je trouve que les hommes de Claude Puel ont livré une partie quand même plutôt encourageante, surtout à l'extérieur. Mais là, réussir en une semaine à aller gagner 4-0 face à Mayence, dans une méno en folie, avec un Martial Godot qui surnage, avec un Emega qui rentre, qui défonce tout, et là, livrer une copie pareille, face à Nice, dans un match où t'es attendu quand même, cette Coupe de France, quand il y a plus le PSG, je veux dire en demi-finale, Strasbourg-Nice, Toulouse, Lens-Toulouse, oui, moi j'avais déjà coché, finale Lens-Strasbourg, ça va être intéressant, ça va être dingue, deux belles équipes, etc. Mais sauf que Strasbourg, c'est pareil, c'est les montagnes russes. Donc là, ils sont 8e, ils sont à 7 points de l'AS Monaco, donc autant vous dire que pour la course européenne, ça me semble quasi mort, à part si ils arrivent à aller au bout en Conference League. Et faudrait voir aussi avec la Coupe de France, je pense pas que la 8e place pourrait être qualificative pour les barrages de Conference League. Donc je crois que ça doit dépendre aussi de si Strasbourg arrive à aller en bout en Conference League. Mais en tout cas, cette défaite en Coupe de France, ça fait très mal. Il reste plus que la Conference League pour Strasbourg. Ils n'ont pas intérêt à se manquer désormais, ils ont beaucoup de pression et ils sont peut-être pas au meilleur moment de leur saison. Donc attention, surtout que là ils se déplacent sur la pelouse du Moustoir, 3 jours après avoir joué face à Nice. Bon, on connaît un petit peu le dicton cette saison, je vais très clairement l'inventer. Déplacement au Moustoir, 3 points de perdus, 0 points de pris. Cette équipe de Lorient à domicile cette saison, dans leur état de dynamique actuel, je suis quand même assez bluffé. C'est-à-dire que là, il y a eu l'histoire de Olivier Pantaloni. On a compris qu'il ne poursuivrait pas l'aventure avec Lorient. Il y a eu, c'est quand même la saison du centenaire à Lorient. Il y a eu beaucoup de choses. Le rachat du club à 100% par Bill Foley, le dirigeant du groupe qui dirige Bournemouth, qui détient Bournemouth, pardon. Donc il se passe beaucoup de choses à Lorient. Et tu vois une équipe qui depuis novembre est en roue libre, et en roue libre elle écrase tout le monde sur son passage, surtout à domicile. C'est une équipe qui est tenace, il y a une animation qui est super intéressante, tu vois même le rôle hybride de Bamo Meïté, je trouve ça mais passionnant, ce poste de piston gauche pareil avec Arsène Kouassi, et même quand il est pas là face à l'OM, tu te rends compte que Darling Yongwa fait un super match. T'as des joueurs délicieux comme Pablo Pagis, comme Arthur Avomebong, qui d'ailleurs va être en fin de contrat à Lorient et qui serait une bonne pioche pour bien des clubs dans notre Ligue 1. Bref, cette équipe de Lorient est en roue libre, un Bamba Dieng qui renaît de ses cendres et qui, vous allez le voir, il va réussir à aller décrocher son ticket pour le mondial et il va jouer contre l'équipe de France lors du premier match de la Coupe du Monde. Bravo Lorient, parce que le début de saison c'était quand même pas ça. Moi je me souviens avoir dit dans mes épisodes prono en début d'année que Lorient était la pire équipe que je voyais dans le contenu. Je me souviens de matchs, du côté du Paris FC c'était catastrophique, il n'y avait rien, même ils avaient fait un déplacement à Nantes, etc. Et là, tu les vois en roue libre. Alors, tout au long de la saison, ils ont réussi à faire des résultats à domicile, ça on pourra jamais leur enlever. Et donc là, face à ce Strasbourg-là qui a pris un coup sur la tête dans la semaine, ouais, je pense que Lorient va en faire qu'une bouchée. Je vais aller vers un succès 3-1 de Lorient. Surtout que je ne vais pas exclure que Gary O'Neill fasse de nouveau tourner pour essayer d'économiser ses joueurs pour le match face au Rayo Vallecano. Donc voilà, je vois une victoire 3-1 des Merlus sur ce match-là. On poursuit avec le multiplex désormais. Le Paris FC qui reçoit le LOSC à domicile. Alors Lille était en très bonne forme, a réussi à enchaîner pas mal de succès importants. Face à Rennes, face à Marseille, 3-0 dans le derby face à Lens, victoire 4-0 à Toulouse. Là on se dit ça y est, Lille a retrouvé le bon bout, Lille va tout défoncer. Et à ce match nul face à Nice, 0-0
à la maison alors que tu dois gagner parce que du coup tu perds cette 3e place face à Lyon. Il y a Rennes qui recolle à 1 point, Marseille qui reste à 2 points alors que tu avais l'occasion de mettre Marseille dans ton rétro et loin derrière. Donc forcément, ça peut laisser un peu de regret. On va voir comment va réagir cette équipe lilloise, surtout que le Paris FC, c'est pas une mince affaire non plus depuis plusieurs journées désormais. Ils sont toujours invaincus depuis l'arrivée de Antoine Comboiré. Il y a en plus de ça une victoire 4-1 face à l'AS Monaco à domicile, donc le Paris FC à Jean-Bouin, ils en sont redevenus les maîtres en quelque sorte. Une victoire en déplacement à Metz 3-1 assez méritée, victoire 3-2 face au Havre alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Ils ont accroché Strasbourg, ils ont accroché Lorient, ils ont accroché Lyon. Bref, cette équipe du Paris FC, depuis l'arrivée d'Antoine Comboiré, tout se passe vraiment pour le mieux. Ils avaient battu également Nice. Donc toujours invaincu, donc c'est un peu un déplacement piège pour les Lillois qui du coup vont arriver sur la pelouse du Paris FC avec un peu la boule au ventre de pas vivre un peu le même scénario que l'AS Monaco qui était arrivé à Jean-Bouin avec le plein de confiance et qui en est reparti abasourdi avec une valise dans la tête. Donc bon, on va voir un peu ce que ça va donner. Le Paris FC a quand même cette force-là désormais d'avoir retrouvé de la stabilité sur le plan défensif et ça on ne pourra pas leur enlever avec un Kevin Trapp qui se met au niveau, un Diego Coppola que je trouve intéressant en défense centrale, la recrue italienne là, qui vient de Brighton, qui est prêté par Brighton. Ciro Immobile sans être reluisant face à Metz a de nouveau été décisif et semble désormais avoir pris les choses en main à la pointe de l'attaque du Paris FC. Il y a toujours Simon, Alima Migori, Ilan Kebal qui se relaie un peu, Lucas Coléocho aussi parfois qui est intéressant et puis surtout la vraie force de ce Paris FC ça reste le milieu de terrain quand il est au complet évidemment. Mais même avec de la rotation, avec un Samir Chergui repositionné, tu vois qu'un Rudy Matondo par exemple est une super recrue pour le moment pour le Paris FC et je le trouve super intéressant dans ce qu'il fait. Et quand tu l'associes avec un Marshall Mounetzi qui est exceptionnel depuis son arrivée cet hiver au Paris FC, à l'expérience d'un Pierre Lismelou, le Paris FC est quand même un des meilleurs milieux de Ligue 1 en ce moment. T'as de la complémentarité entre de la jeunesse, de l'expérience et un joueur pareil qui a du vécu Première Ligue, etc. Lismelou, Monetti. Donc c'est très solide. Et donc cette équipe du Paris FC, je la vois capable de faire déjouer ce LOSC-là, un peu de la même manière que Lille, que Nice, pardon, à savoir avec un bloc assez compact, pas mal de rigueur sur le plan défensif et exploiter des coups en contre-attaque. Je vais plus aller vers un match nul 0-0 parce que je vois pas forcément beaucoup de buts. Je pense que Lille va jouer un peu avec la peur et le Paris FC sur des gros matchs ont quand même aussi parfois la sensation, même si c'était pas le cas face à Nice, mais ils ont pas parfois un peu c'est un peu digne des équipes de Comboiré, mais l'envie d'avant tout assurer une bonne défense, d'être solide, de faire mal à son adversaire et pourquoi pas de voir sur des phases de contre-attaque. Mais Lille se fait pas avoir non plus à chaque coup offensivement, ça a été le cas notamment face à Nice. Lille concède très peu de buts dernièrement, donc je pense pas que ce sera le cas sur la pelouse de Jean-Bouin, il faudra surveiller tout ça. Donc voilà, je vais plus aller vers un match nul 0-0 pour cette rencontre. On poursuit dans le multiplex avec un duel de mal classé entre Le Havre et Metz. Alors Le Havre, un peu comme Angers, un peu comme Brest, un peu comme Toulouse, pareil, a quasiment déjà validé son maintien, quoique il y a quand même que 5 points d'écart avec Auxerre sur un malentendu, ça pourrait faire très mal. Mais bon, un bon résultat sur la pelouse de Metz viendrait clore un peu le suspense et valider le maintien des Havrais qui, depuis plusieurs journées, je trouve, ne proposent vraiment plus grand-chose. À l'image d'un Aruna Sanganté qui a déjà un peu la tête à Séville, je trouve. Le défenseur sénégalais qui est en fin de contrat, qui va du coup s'engager avec le club andalou pour la saison prochaine. Là, son match face à Angers, j'ai pas du tout été emballé. Heureusement que défensivement, il y a encore des joueurs comme Gauthier Loris, comme Ayou Mousseko qui font le boulot. Et puis au milieu, il y a toujours Ebonog, Rassoul Ndiaye qui sont, je trouve, des super joueurs et qui relèvent vraiment le niveau de cette équipe. De toute façon, la force du Havre, ça reste toujours la défense et l'entrejeu, de la solidité, parce qu'offensivement, en termes de déchets techniques, le Havre... les matchs du Havre, ils sont quand même pas faciles à regarder, je trouve, cette saison. Et même quand ils arrivaient à prendre des points, c'est jamais du très très grand football. Tu peux pas leur en vouloir, c'est un des pires budgets de Ligue 1. Ce qu'ils font, c'est incroyable. Mais c'est sûr que ce Le Havre-Metz, je vais pas vous mentir, c'est pas le match à regarder dans ce multiplex. Alors qu'il y a le Stade Rennais qui joue très bien en ce moment. Il y a Lille aussi qui propose des choses. Donc voilà. Face à Metz, qui dans tous les cas est déjà condamné à la Ligue 2 désormais, 10 points de retard pour Metz face à Auxerre, qui est le premier barragiste, enfin qui est barragiste du coup, donc autant vous dire que c'est officiel, Metz sera en Ligue 2 la saison prochaine.
Défaite 3-1 face à Marseille, défaite 3-1 face au Paris FC. Metz, un des derniers tournants, ce qui a un peu clôturé la chose, ça a été ce match nul face à Metz, alors qu'ils méritent 100 fois de gagner. Ils ont les grosses occasions, ils n'arrivent pas à les mettre au fond. Ils arrivent à marquer à la toute dernière minute face à Nantes, qui était à ce moment-là un concurrent direct. Et le but est refusé pour un hors-jeu. Dans ces cas-là, on a compris que pour Metz, c'était pas la bonne saison et qu'il fallait repasser par la case Ligue 2. Ils en ont l'habitude, je me fais pas trop de soucis, je pense qu'ils vont vite remonter, ils arrivent très bien à le faire. Donc je pense que ce sera de nouveau le cas. Mais avant ça, pour ce match face au Havre, je m'attends vraiment pas à un match dingue. Je pense qu'il va y avoir un but partout. J'ai du mal à me positionner parce que ni le Havre ni Metz me donnent de très bonnes sensations. Il y a ce côté-là où Metz donne quand même beaucoup de buts à ses adversaires défensivement. C'est encore été le cas face au Paris FC dans les relances. Cette équipe perd trop de ballons dangereux. Et je pense que même face à cette équipe du Havre qui est quasiment amorphe offensivement, sur une perte de balle, sur un cadeau de Metz, ça peut leur permettre de marquer. Mais je pense que Metz, offensivement aussi, avec Gauthier, avec Titashvili, sont capables de mettre un ballon au fond. Et du coup, je vais aller vers un match nul, un but partout sur cette rencontre. On poursuit du coup avec le derby le derby de l'Ouest, du coup, dans ce multiplex entre le Stade Rennais et le FC Nantes. Si on fait les comptes, Rennes 53 points, Nantes 20 points. 33 points d'écart entre Rennes et Nantes, ça doit être un écart un peu historique entre ces deux clubs-là. Et historiquement, ça a rarement été dans ce sens-là. Mais là, depuis plusieurs années, on a bien compris que Rennes et Nantes ne jouaient plus sur les mêmes tableaux en Ligue 1. Pour Nantes, c'est la saison de la descente, de tous les cauchemars, de la malédiction, à l'image de ce match face à Brest où ils méritent de s'imposer, où ils tiennent ce score jusqu'à la 93e, 94e, et ce but de Brendan Chardonnay sur un coup franc qui aurait même pu avoir lieu, qui aurait même pas dû avoir lieu parce qu'il y avait un hors-jeu au préalable, ce carton rouge qui aurait pas dû être donné, Monsieur Paradis qui s'en excuse après, même la commission d'arbitrage qui avoue que la VAR aurait pas dû être utilisée à cette occasion. Bref, pour Nantes, c'est la saison de la malédiction, 15 poteaux touchés, je crois que c'est le deuxième plus haut total en Ligue 1 après le PSG. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je dis ça parce que je pense que Nantes mérite quand même de descendre au vu de la globalité de leur saison et surtout au vu de la gestion calamiteuse de par sa direction de ce club-là depuis plusieurs années maintenant. Mais s'il y en a bien un qui ne démérite pas, c'est Vahid Halilhodžić. Depuis qu'il a repris le club, il a joué 5 matchs. Il mérite au moins d'en gagner 2 et il n'y a aucune victoire, alors que je pense que face à Auxerre il mérite mieux. Je pense que surtout face à Brest il mérite mieux, face à Strasbourg aussi il méritait mieux. Et voilà, alors certes ce match face au PSG, face à Metz, il ne mérite pas de gagner, il mérite certainement de perdre ces deux matchs-là, mais depuis son arrivée, il mérite quand même au moins je trouve qu'il a eu le mérite d'impacter les joueurs, de réussir à proposer des choses dans le contenu. Il a retrouvé une défense qui pour le coup tient plutôt la route côté nantais depuis plusieurs journées maintenant. Il a eu ce mérite-là, malheureusement ça se matérialise pas en termes de points. Et donc, je pense que déjà, il est arrivé trop tard au FC Nantes. Il aurait fallu le faire venir bien plus tôt et ne jamais faire venir Ahmed Kantari, qui aura été l'erreur, qui aura coûté certainement le maintien à Nantes cette saison. Mais voilà, Nantes mérite sa descente, on peut quasiment d'ores et déjà l'entériner. Ça fait déjà plusieurs semaines que je le dis que Nantes en Ligue 1, que Nantes en tout cas est condamné à la Ligue 2 depuis globalement le match nul face à Auxerre qui était à mes yeux le match de la dernière chance qu'ils n'ont pas réussi à aborder du bon bout et qu'ils n'ont pas réussi à prendre les 3 points du côté de la Baie des Champs. Donc pour ce derby là face à Rennes qui est quand même en très bonne forme, qui en dehors de ces deux fameux matchs face à Lille et face à Metz où ils auront un petit peu déjoué à domicile, a été capable derrière de reprendre un peu son destin en main avec ses 3 victoires consécutives face à Brest, face à Angers, face à Strasbourg. Offensivement, la Rennes est en roue libre. Ludo Blas, Szymanski, Esteban Le Pol, c'est les hommes forts un peu de cette équipe rennaise offensivement. Alors c'est une équipe qui prend aussi des buts, à l'image de cette victoire 4-3 du côté de Brest où tu prends beaucoup de buts, tu fais des erreurs. Mais c'est imparfait, mais ça fonctionne quand même plutôt bien parce que le bilan de Francaise, il est ce qu'il est depuis qu'il est arrivé, c'est assez dingue. Rennes est 5ème, à seulement 1 point de la 3ème place. Donc moi qui disais à un moment donné de la saison que Rennes ne jouait quasiment plus rien parce qu'ils ont perdu trop de points avec Habib Beye en début de saison, là je ferme un peu mon clapet parce que l'effet tambouret avec ce fameux match face au PSG, il a été suivi de faits et de résultats pour Rennes. Et là je pense que pour ce derby, en sachant que Nantes est déjà condamné à la Ligue 2, oui, je me fais pas trop d'illusions, poussé par son public dans un match toujours spécial pour Rennes, même si
Cette rivalité n'est plus réellement sportive, elle est plus historique qu'autre chose, parce que là, sportivement, il n'y a pas de débat, même entre le budget de Rennes et le budget de Nantes, entre les ambitions des deux clubs, il n'y a plus aucun sujet, il n'y a plus aucun débat. Je vais aller vers une victoire 2-0 de Rennes à domicile pour ce match-là. Je vois pas trop Nantes être capable de poser des problèmes à cette équipe rennaise. Je m'attends pas non plus à une rouste monumentale, parce que Nantes défend quand même plutôt bien et est capable, même avec un Anto Lopez qui est plutôt bon, Kodza, Youssouf, ça marche plutôt bien. Gilbert aussi est capable de bien défendre pendant une bonne partie du match, mais sur la longueur d'une rencontre, ça finit par céder un moment ou un autre. Et Rennes, je pense, avec un Esteban Le Paul, meilleur buteur de Ligue 1 qui nage sur l'eau en ce moment, qui marche sur l'eau en ce moment, pardon, je pense qu'effectivement, ça devrait faire l'affaire face à ces Canaries-là. On termine avec un match très important, l'Olympique de Marseille qui accueille l'OGC Nice au Vélodrome. Alors Marseille a plus que jamais la pression, donc ça c'est un peu le fil rouge avec ce club-là, hein. Ils ont tout le temps la pression, rien ne va jamais réellement très bien, c'est toujours l'instabilité chronique. En dehors de cette victoire face à Metz 3-1, t'as perdu 3 matchs importants, face à Lille, face à Monaco, face à Lorient, à l'extérieur et à Lorient, Dieu sait que t'as montré un visage ridicule, c'est le mot, hein, surtout que derrière tu nous vends l'histoire du fameux stage à Marbella, machin. La saison de Marseille, encore une fois, mais quelle saison, quoi. De toute façon, on avait compris qu'avec l'affaire Rabiot en tout début de saison, on a compris qu'on partait sur les bases d'une année qui serait assez instable émotionnellement. Alors à ce point-là, c'est quand même compliqué. Marseille va devoir tout reconstruire cet été, retrouver un coach, repartir sur un projet, retrouver un directeur sportif, un directeur du football avec le départ de Mehdi Benassia. Ils ont... Le fameux projet qui avait été amené par Benassia, par Longoria, par Ravanelli, De Zerbi, qui était incarné par des hommes forts, qui avaient du caractère à Marseille, ça suffit effectivement pour qu'on, pendant un an, on se projette avec eux. Mais à Marseille, dans ce volcan explosif qu'est l'OM en permanence, même des hommes de caractère, donc ça permet de marcher à court terme, mais Marseille peut jamais se projeter au-delà d'un an, au-delà de 2 ans, c'est quasiment impossible. Donc on va voir les choix qu'ils vont faire cet été, mais tout est à reconstruire désormais. Dernier objectif cette saison, avec un intérimaire, Habib Beye, c'est d'aller chercher cette 3ème place. Je les vois pas forcément capables de le faire, parce que je les trouve bien moins forts que Lille, que Rennes, que Lyon. Je les trouve en dessous en ce moment, ils y arrivent pas. Ça me fait un peu de la peine pour cette équipe olympienne. Face à Nice, malgré tout, qui aura joué quand même 4 jours auparavant et qui du coup a aussi moins de marge dans son effectif, je pense pas qu'on va voir un visage niçois très intéressant. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce karma parfois de joueurs comme Eli Wahi, comme Jonathan Klaus, qui ont fait vraiment un bon match face à Strasbourg au milieu de la semaine, qui sont capables de jouer un vilain tour à l'OM et si là Marseille perd et que les autres gagnent, surtout que l'OM aura d'autant plus la pression des résultats qu'il joue en dernier sur cette journée. Ouais, là il y aura une grosse pression sur les joueurs au Vélodrome qui plus est. Je pense que si Marseille perd ce match-là, ils disent adieu à la Ligue des Champions, je pense. Parce qu'à 3 journées de la fin, ils auraient du coup peut-être 5 points, voire 6 points de retard sur la 3ème et 4ème en cas de victoire de Rennes et de Lyon. Lille, je vois pas trop une victoire, il faudra voir s'ils arrivent à le faire du côté du Paris FC, mais Marseille peut tout perdre sur ce match-là. L'OM, vous vous rendez compte, l'OM est 6ème, alors qu'ils ont fait la plupart de la saison sur le podium de Ligue 1, qu'ils ont même, en début de saison, été 2ème, à l'époque où ils ont battu le PSG, là, ils étaient même premiers lors du Classico au Vélodrome, et Marseille, tout au fil de la saison, s'est déplumé, et on en arrive à ce niveau-là. Alors, je vois quand même Marseille gagner. Je vais aller vers un succès 1-0, pas forcément reluisant, mais les fameux succès 1-0 de Marseille, comme ils ont fait face à Auxerre ou comme face à Toulouse, ou sans montrer un bon visage. Ils arrivent à marquer sur un coup par-ci par-là. Alors, en général, les coups, ils venaient souvent de Greenwood, mais depuis l'arrivée d'Habib Beye, il y a plus de chances que ça vienne d'un Gouiri ou d'un Igor Pekchao. Donc, il faudra surveiller tout ça, mais... Et pour Habib Beye, il va vraiment falloir qu'il trouve la bonne formule pour reconcerner tout le monde. J'ai l'impression que le discours ne passe pas du tout. Que les joueurs, c'est pas qu'ils en font qu'à leur tête, mais déjà le discours ne passait plus à la fin de De Zerbi. Là, Benassia essaye toujours d'envoyer les mots forts, les trucs comme ça. T'as l'impression que ça percute pas. Très compliqué. Donc même si Marseille bat l'OGC Nice, je suis pas sûr qu'ils aillent au bout et qu'ils aillent chercher une 3ème ou une 4ème place. Il faudra suivre tout ça. Mais moi, je suis assez inquiet pour l'OM. Et pourtant, vu l'importance de ce club dans le paysage français, je leur souhaite de tout cœur d'aller chercher la Ligue des Champions. Moi, les matchs de l'OM en LDC au Vélodrome, même si ça a été souvent soldé de défaites cette saison, mais dans ce stade, ça respire la LDC, quoi. Un grand stade, une ambiance comme ça.
ils se doivent d'aller la chercher, mais là le discours ne passe plus, et donc attention pour l'OM. Je vais quand même aller vers une victoire 1-0, mais je suis assez inquiet pour la fin de saison et pour Abibay aussi, hein, parce que j'ai du mal à me projeter avec cet entraîneur-là, ce manque de projet en ce moment du côté de l'OM. Donc voilà. J'ai fait le tour, je vais résumer du coup tous mes pronos. Je vois un succès 2-1 du Racing Club de Lens sur la pelouse du Stade Brestois, une victoire 3-1 de l'Olympique Lyonnais au devant de l'AJOCR, un succès 3-0 du PSG face au SCO d'Angers, un succès 2-0 de l'ASM face à Toulouse, une victoire 3-1 de Lorient face à Strasbourg, 1-0-0 entre le Paris FC et Lille, un match nul également entre Le Havre et Metz 1-1. Je vois le Stade Rennais s'imposer 2-0 face au FC Nantes, un succès 1-0 de l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes pronos. Comme d'habitude, j'attends les vôtres dans l'espace commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, pour un prochain épisode prono. Ciao tout le monde.